Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Bonsoir à tous, chers amis, les filles qui dirigent le monde, Girls Run the World de Beyoncé, que vous avez peut-être reconnu, c'était le choix musical ce soir de Denis Jacquet. Bonsoir à vous, Denis. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Guillaume. On va parler justement des entrepreneurs en général, des entrepreneuses en particulier. Nous donnerons la parole à deux d'entre elles justement. Comment font-elles pour traverser cette crise? Et nous en parlons avec notre grand témoin ce soir. Bonsoir à vous, Guillaume Pépi. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes président d'Initiative France. Initiative France, c'est un réseau associatif qui parraine, qui accompagne, qui finance des milliers d'entreprises en France, de jeunes entreprises. Combien d'entreprises, Guillaume Pépi ? Ce réseau qui est installé partout en France, puisqu'il y a 215 associations, il a pour objectif d'aider tous les créateurs d'entreprises. Et l'année dernière, en 2020, on a aidé à peu près 20 000 créateurs d'entreprises. Et puis, on a surtout aidé tous ceux et toutes celles qui avaient créé leurs entreprises avec nous depuis 5 ans et qui étaient inquiets, anxieux ou dans de graves difficultés du fait de la crise sanitaire et du coronavirus. Et comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça ? On arrive à faire tout ça avec des dizaines de milliers de chefs d'entreprise qui sont volontaires pour aider les autres, qui sont autant d'experts gratuits au service des créateurs d'entreprises. Et ils n'ont jamais eu besoin autant d'aide qu'en cette période. Ça, c'est assez probable. Tous ces entrepreneurs. Vous avez mené avec Initiative France, Guillaume Pépi, on va en parler dans un instant, une vaste enquête auprès de 4000 entrepreneurs, justement pour leur demander comment ils traversaient leur crise, quelles étaient leurs angoisses, leurs besoins immédiats. Un enseignement qui revient, Guillaume Pépi, ils sont en mode survie, ces entrepreneurs. C'est exactement ce qu'ils nous disent. C'est-à-dire que au fond, avant même de songer à rebondir, ils sont en mode survie. Pourquoi ils sont en mode survie ? D'abord parce qu'ils craignent le couvre-feu, le confinement, un troisième confinement, l'effondrement de la consommation. Ensuite, ils se disent, mais est-ce que les Français vont revenir dans les magasins ? Est-ce que ça va repartir à la fin du premier semestre, à la fin de l'année ? Donc, il y a beaucoup d'anxiété. Et puis aujourd'hui, il y a eu énormément de bonnes mesures, par exemple des prêts, par exemple des reports de charges, mais ces toutes petites entreprises, généralement elles ont 2 ou 3 salariés, elles ne peuvent pas s'endetter jusqu'à la gorge. Exactement. À ce moment-là, elles ne pourront plus rembourser. Donc elles sont inquiètes et elles se demandent si à la fin il va y avoir carrément des charges supprimées ou bien des aides directes et des subventions qui vont les aider à tenir. Et si c'est reculé pour mieux sauter ou pas. Denis Jacquet. Oui, alors d'abord, je suis très content, sans vous raconter ma vie, de retrouver Guillaume Pépi. Alors, il ne s'en souvient peut-être pas, parce que ça fait quand même très longtemps. La dernière fois, c'était à Tel Aviv. Après les pigeons et les assises d'entrepreneuriat, le président Hollande m'avait demandé d'amener des entrepreneurs à Tel Aviv. Et pour vous dire un peu qui est Guillaume Pépi, on se voit. Il y avait une sorte de dîner le soir. Je lui dis, écoutez, j'aurais besoin de tel et tel contact pour nos entreprises. Qui je pourrais voir ? Et Guillaume Pépi, au lieu de dire, notez, m'a pris mon carnet, mon stylo et l'a noté pour moi. Donc c'est l'image que je garde de Guillaume Pépi. Donc l'aide n'est pas un 20 mots chez lui. Et puis on aura bientôt dans cette émission, Guillaume, deux personnes que vous avez aidé à s'envoler un petit peu. Mathias Vichra, qui est maintenant chez Danone, et Alexandre Viros, qui était le patron de Oui SNCF. Ce sera dans plusieurs semaines, effectivement. Exactement, qui sont épanouis chez vous. Alors, première question, Guillaume Pépi. Bon, on est tous en tant qu'entrepreneurs, moi également, même si tout se passe heureusement bien de mon côté, mais il y a un fort pessimisme. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir aider ces entrepreneurs à passer cette crise une fois que les aides vont se tarir et si éventuellement, ça fait partie de votre étude, il y a un troisième confinement, ce que tous redoutent et mentionnent comme un facteur qui pourrait définitivement les faire disparaître ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'anxiété, il y a des vrais problèmes de trésorerie, il y a les menaces du premier semestre, mais, parce qu'il y a un mais, d'abord, les entrepreneurs, tous ces jeunes entrepreneurs, un tiers d'entre eux ont déjà fait évoluer leur activité. Je pense à un jeune restaurateur à Paris qu'on a rencontré. Il avait une salle de restaurant, la salle est fermée. Il a fait ensuite du Uber et du Deliveroo, mais ça n'a pas suffi. Et il a décidé de créer un atelier de cuisine qui s'appelle Plouf. Et cet atelier de cuisine, maintenant, il travaille pour toute une série d'hôtels et d'entreprises.
Et donc, il a complètement transformé son entreprise. Il est devenu fournisseur, en fait. Il était restaurateur auparavant, il est devenu fournisseur. Ou une jeune femme qui avait une entreprise très spécialisée, vous savez, qui fait des scellés pour des valises, des conteneurs, des wagons, pour garantir la sécurité du contenu d'un conteneur entre le point A et le point B. Eh bien, le marché s'est effondré avec le confinement, il y avait moins de transport. Eh bien, elle a écouté ses clients et ses clients lui ont dit « j'ai besoin de produits Covid ». Donc, elle a fait pivoter en quelque sorte son entreprise pour faire des produits Covid. Puis ensuite, les clients lui ont dit « ok, les produits Covid, j'en ai ». Mais au fond, étant donné que tu es très réactive et que tu as des bons fournisseurs, eh bien, cette jeune femme, elle a dit « je vais fabriquer des objets logotés pour tous mes clients ». Et aujourd'hui, 9 mois après le début de la crise, elle avait avant un métier, maintenant elle a 4 métiers différents et c'est ça qui permet à son entreprise de tenir bon et à cette jeune femme d'être optimiste. Parce que ce qui est formidable dans l'enquête, c'est que malgré tout, il y a 46% des jeunes entreprises qui se disent optimistes et plus incroyable, 70% de ces jeunes entrepreneurs qui nous disent si c'était à refaire, eh ben je recréerais quand même mon entreprise. C'est une sacrée expérience, effectivement, en ce moment. Est-ce que ça veut dire, Guillaume Pépy, malgré tout, que pour beaucoup d'entreprises, la seule solution pour tenir le coup en ce moment, c'est d'un petit peu changer de métier ou de changer d'activité? Parce que les deux profils dont vous nous parliez, le restaurateur qui devient fournisseur pour un hôtel, ou alors celle qui fabriquait des scellés, qui finit par fabriquer et qui ensuite distribue des masques et qui ensuite finit par changer encore de profil, ils ont changé de métier fondamentalement. Oui, c'est des exemples qui sont, on va dire, qui redonnent la pêche. Hein. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont, entre guillemets, profité de la crise pour se mettre sur les créneaux porteurs. Regardez le nombre d'entreprises qui a été créé au total pendant l'année 2020. Ça vient de sortir avec l'INSEE. Eh bien, c'est plus en 2020 qu'en 2019. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui se sont dit on a besoin de ports à domicile, de transport à domicile. On a besoin de circuits courts pour utiliser les produits qui sont réalisés localement. On a besoin de plus de gens qui s'occupent de recycler, de réparer. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées cette année et ça donne la pêche. Au fond, il faut, pour être un créateur d'entreprise aujourd'hui, il faut avoir 2 qualités. Il faut être agile et il faut être courageux. Et ce qui est formidable, c'est que tous les jours, on rencontre des dizaines de milliers de gens, de jeunes ou de moins jeunes, qui sont et agiles et courageux. Denis Jacquet. Alors, il y a un deuxième challenge, comme vous savez, Guillaume Pépy, qui est important, c'est celui de la transformation numérique. D'ailleurs, vous en parlez directement et indirectement dans l'étude. Et je regardais les statistiques américaines ce matin, parce que j'intervenais dans une conférence et je voyais que 80% des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises américaines, comme les Français, disaient qu'un des obstacles majeurs à leur transition numérique, c'est l'incapacité d'avoir en interne les compétences dont ils ont besoin. Est-ce que c'est un axe de réflexion et de travail fort en leur disant vous avez besoin d'argent, mais vous avez surtout besoin de compétences et d'accompagnement? Alors, le plan France Relance, le plan de relance français, franchement, il est complet et concret. Malheureusement, il est encore trop peu connu. Et c'est un peu notre responsabilité, avec tout le monde, de faire connaître toutes les aides qu'il y a dans ce plan France Relance. Et il y a notamment une aide à la digitalisation des activités qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est vraiment très important de se dire que la France était un peu en retard sur la digitalisation des commerces, des services. Le Covid, tout drame, malheur est bon, il y a quelque chose de bon derrière, a fait basculer beaucoup de TPE dans l'idée qu'il faut forcément être un peu digital, pas que digital, mais être un peu digital, avoir un site, avoir une plateforme, pouvoir discuter sur les réseaux sociaux, avoir le contact. Bon, il y a déjà un tiers des entreprises qui l'ont fait l'année dernière, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tiers de ces jeunes entreprises qui nous disent « c'est ma priorité absolue de l'année 2021 ». Donc, ça pousse, ça accélère. En même temps, ça permet aux entreprises de se transformer, de continuer à avancer. Un secteur, effectivement, qui a fait beaucoup parler de lui, un autre secteur dans l'actualité récente, c'est le secteur de la santé. Et en particulier, tiens, pourquoi pas de la e-santé. On accueille notre invitée Clara Bobby. Bonsoir à vous.
Bonsoir, merci bienvenue. de m'accueillir. Mais on est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Vous êtes la cofondatrice de SharpTX.life. C'est un service qui permet de prévenir la démence chez les personnes âgées. Une entreprise dans le domaine pur de la santé. Vous êtes basée, vous êtes française, mais vous êtes basée en Angleterre, c'est ça ? Oui, tout à fait. On est basé à Londres. Alors, on parlera dans un instant avec vous de justement ce que vous avez pu trouver à Londres, par exemple, la différence entre les deux écosystèmes. Denis Jacquet. Oui, bonsoir Clara. Alors, moi je trouve que c'est un bon exemple parce qu'on parle des entrepreneurs qui font aussi rayonner la France et pas forcément depuis la France. Et c'est vrai qu'on sait que nos PME ont un petit problème aussi à l'export et à l'internationalisation. Donc, c'était un très bel exemple et un sujet pas facile qui est celui des facultés cognitives déclinantes de nos seniors. Donc, expliquez-nous, Clara, juste en quelques minutes, qu'est-ce que vous faites exactement pour prévenir un petit peu la démence chez les personnes les plus âgées, qui est quand même un sujet colossal aujourd'hui dans le monde entier. Oui, bien sûr. Donc alors, pour revenir un petit peu, je vous entendais parler du digital. Donc nous, c'est totalement l'industrie dans laquelle on évolue. On est une jeune entreprise, voire très jeune. On a juste un peu plus d'1 an et on développe une application mobile qui, en effet, détecte le risque de déclin cognitif et typiquement le risque de développer des formes de démence telles que la maladie d'Alzheimer. Et en fait, une fois ce niveau de risque détecté, on propose aux utilisateurs de notre application de le réduire ou de le maintenir bas, bien sûr, s'il était déjà très bas, en adaptant leur mode de vie sur des variantes telles que l'alimentation, le sommeil, l'exercice, etc. Et en fait, je pense que ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'il y a un vrai travail de prévention, en fait, dans ce sens-là. Vous parlez de seniors. Malheureusement, le déclin cognitif, il peut apparaître bien avant l'âge où on se considère être un senior. En fait, contrairement à ce que les gens peuvent penser, la santé cognitive, elle n'est pas seulement impactée par la génétique, mais il y a vraiment des études qui ont prouvé qu'un mode de vie favorable, comme je vous le disais, peut activement réduire ce risque. Ouais. Alors comment ça se passe, Clara, en termes de qui paye ce service? Parce que c'est toujours la question du modèle économique. Hein. En général, on évite les mots qui nous fâchent et les trucs très techniques sur cette antenne parce que c'est l'impact qui nous intéresse. Mais aujourd'hui, comment ça marche d'un point de vue financier? Qui est votre client et qui vous paye? Oui, alors totalement, c'est une super bonne question. Donc nous, on a en fait cette expérience de personnes qui développent des applications mobiles directement pour les consommateurs. Donc aujourd'hui, c'est une application qui va être payée par le consommateur, même si en fait nous travaillons aussi en parallèle avec d'autres acteurs tels que des laboratoires pharmaceutiques ou des assurances de santé, des mutuelles, qui dans ce cas-là, eux, deviendraient les payeurs pour permettre au plus grand nombre en fait d'accéder à ce service. Superbe. C'est une très belle initiative. Expliquez-nous du coup, Clara Bobby, pourquoi vous êtes partie à Londres? Qu'est-ce qui vous a amené? Est-ce que c'est le hasard de la vie, par exemple? Est-ce qu'il y avait sur place un écosystème qui vous permettait de lancer plus facilement votre entreprise? C'est quoi la différence? Alors, le siège de l'entreprise est à Londres, tout simplement car nos 2 cofondateurs et une partie de l'équipe qui les ont rejoints dans les premiers jours, dont moi, habitions à Londres depuis plusieurs années. Nous ne sommes pas allés à Londres pour entreprendre dans ce projet-là. Vous étiez déjà sur place. Oui, exactement. Je crois qu'un de nos cofondateurs, il vit depuis quasiment 15 ans, si je ne me trompe pas. Donc voilà, et on a eu l'opportunité en tant qu'équipe de se rencontrer via de précédentes expériences professionnelles dans le milieu de la technologie mobile. Et comme je le disais, on avait tous un grand intérêt pour la santé cérébrale. Voilà. Et les maladies qui y sont liées, ça peut être par exemple des intérêts très personnels, des membres de la famille. Une expérience familiale, effectivement, ce qu'on a tous plus ou moins connu exactement avec nos aînés dans nos familles. Oui. Quand vous regardez, du coup, vous qui entreprenez, qui êtes française, vous entreprenez à Londres, quand vous regardez la France, que vous comparez parfois, vous devez vous dire, tiens, si j'avais fait ma carrière sur place en France, ça aurait été peut-être différent. Quelle différence vous constatez, que ce soit en bien ou en mal, hein, d'ailleurs? Qu'est-ce qui change ?
Je vais parler du B-word, comme on l'appelle ici, mais ce qui change, c'est que l'Angleterre déjà ne fait plus partie de l'Union européenne. C'est vrai, le Brexit, ce que vous appelez le B-word, j'ai fini par comprendre. Le B-word, c'est celui dont il ne faut pas prononcer le nom, bien sûr. Donc oui, c'est déjà une grande différence majeure avec la France. Après, l'avantage que nous avons, nous, dans notre industrie, c'est de travailler dans le digital. C'est-à-dire que le siège de l'entreprise est basé à Londres, mais notre équipe est éparpillée. Donc, on a des collaborateurs au Canada, en Estonie, à Dubaï, et nos investisseurs viennent de vraiment partout en Europe et dans le monde. Donc, en fait, on est un petit peu au-delà de ces différences de frontières et de pays, en fait. Vous êtes à Londres, comme vous pourriez être presque partout, en fin de compte. C'est un profil d'une entreprise qui a énormément grandi, donc bravo à vous. On vous souhaite en plus longue vie, longue et saine vie d'ailleurs à SharpTX. Merci à vous, Clara Bobby, d'être intervenue, cofondatrice de SharpTX.life. Ce secteur de la santé, Guillaume Pépi, est-ce que vous accompagnez beaucoup d'entreprises aussi qui se lancent dans ce domaine très précis ? Oui, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est service d'assistance, de soins, de présence à domicile est en train d'exploser et on a encore devant nous beaucoup de possibilités. Et c'est des métiers qui sont très valorisants parce que s'occuper des gens fragiles, ça donne du sens à une activité professionnelle. Et on a d'ailleurs besoin, je précise, on a besoin de pas mal de gens, de volontaires pour nous aider, des chefs d'entreprise, des gens qui travaillent dans les entreprises. On a besoin donc de ces volontaires pour nous aider à regarder les projets, puisque nous allons financièrement aider par des prêts d'honneur et nous allons accompagner la jeune entreprise pendant près de 5 ans. Et s'il y a des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, il suffit pour se déclarer volontaire d'aller sur le site qui est initiative-france.fr. Pour vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, qui lançaient un projet, qui voulaient entreprendre et qui voulaient justement être accompagnés, avoir des conseils d'entrepreneurs, initiative-france.fr, un site qui est fait pour vous. On accueille en quelques instants Christelle Gimaret. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la cofondatrice de la société EcoClean. Vous faites du nettoyage, mais à fort impact durable. En gros, et c'est votre cheval de bataille, c'est justement la transition écologique. C'est un domaine que soutient beaucoup aussi Initiative France. Expliquez-moi concrètement la différence entre EcoClean et n'importe quelle société de nettoyage classique. Alors, EcoClean, en fait, c'est une entreprise qui a été créée en 2005 et qui avait pour vocation de rendre visibles les invisibles, c'est-à-dire bien avant que Florence Aubenas ne sorte son livre sur les quais de Ouistreham. C'est-à-dire que nous, on a toujours décidé que nos cleaners seraient parmi les équipes de nos clients. Voilà. Que dans un bar, on voit le barista faire un café, ça choque personne. Moi, je partais du principe que voir quelqu'un faire le ménage, c'est tout à fait louable. Et puis, c'est plus sympa d'être, pour la première fois de sa vie, avoir des vrais collègues qui sont nos clients, plutôt que d'être tout seul, isolé sur un quai de métro à 4 heures du matin, puisque on a beaucoup insisté sur le travail de jour. Et de ces initiatives-là, qui sont multiples depuis 2005, vient de découler EcoClean On Demand, où là, effectivement, on a créé le Uber du nettoyage, mais version Bicorp. Donc ça veut dire quoi, grosso modo? C'est le mariage du meilleur de la tech et du digital, tout en recentrant sur le cœur de l'humain, en fait. Puisque c'est je travaille à mon rythme, quand j'en ai envie et dans l'endroit où je me trouve. Et pas forcément à 3 heures du matin ou alors au milieu de la nuit pour ne déranger personne dans un bureau, parce que c'est vrai que c'est la réalité de beaucoup de personnes en France qui travaillent justement pour faire le ménage. On n'a pas envie de les croiser, on préfère que ce soit propre quand on vient au bureau le lendemain. Et ça fonctionne. Voilà, mais nous on part du principe que ces petites fées qui sont la nuit, elles n'existent pas en réalité, c'est vraiment des hommes et des femmes. C'est ça. Là, nous, on veut faire en sorte qu'ils soient au cœur de notre business et qu'on fasse beaucoup de choses pour eux. Donc, notamment, justement, sur le on-demand, c'est du nettoyage résidentiel, donc c'est réservé au B2C, donc c'est-à-dire aux clients et non plus aux entreprises, puisque là, tout d'un coup, on a modifié encore de façon sociétale la façon de travailler. C'est-à-dire que vous, en tant que client, vous commandez une prestation de nettoyage aussi simplement et rapidement que de commander un plat cuisiné ou un taxi. Et nous, charge à nous en fait de pouvoir derrière bien mieux rémunérer nos cleaners qui eux vont
et la mission lorsqu'ils en ont envie. Mission sociale, en tout cas de l'entreprise, responsabilité sociale de l'entreprise, c'est aussi un domaine qu'Initiative France promeut avec Guillaume Pépi qui était le président et notre grand témoin. Merci à vous en tout cas Guillaume Pépi d'être intervenu. Merci Christelle Gimaret qu'on entendait à l'instant. Initiative-france.fr, vous êtes un jeune entrepreneur, jeune ou pas jeune d'ailleurs, mais un tout nouvel entrepreneur. Vous nous écoutez sur Sud Radio, vous avez besoin d'accompagnement ou de financement, eh bien vous vous rendez sur le site d'initiative-france.fr, vous aurez des conseils et de l'aide et c'est très précieux, on n'en a jamais eu autant besoin. Merci Denis Jacquet également. La suite des vraies voix qui font bouger la France, dans un instant parlons vrai avec les entrepreneurs, ce sera Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart. Les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. 2 aventures entrepreneuriales au programme. La première dans la construction, donc celle-là, vous la connaissez tous et puis c'est des sujets qui nous concernent tous. La deuxième dans l'espace, et ça je vais vous le dire comme ça, c'est des sujets qui bientôt nous concerneront tous. Donc on démarre, Hervé Legros, le PDG d'Alila qui est avec nous, qui s'exprime très largement autour de la construction, mais il faut quand même rappeler, Hervé, d'où vous venez. Quand on a 18 ans, qu'on lance un premier chantier, un chantier de construction quand même, enfin mon Dieu, comment est-ce qu'on arrive à convaincre ? Déjà, il faut se convaincre soi-même parce qu'on a peur quand même. C'est vrai que indirectement, c'est pas, on n'apprend pas ça dans les livres d'école. Surtout que moi, j'ai quand même arrêté l'école à 16 ans, donc c'était pas du tout dans mon cursus scolaire. Mais la volonté, l'envie, la fougue. Enfin, il y a une fougue, il y a une part aussi d'inconscience qu'on est entrepreneur et surtout quand on démarre au départ. Attendez, on n'a pas peur. Vous démarrez, il faut convaincre celui qui vous vend le terrain. Bien sûr. Il faut convaincre les entrepreneurs qui vont commencer à travailler avec vous. Bien sûr. Il faut convaincre l'ensemble de ceux qui vont fournir ce dont ces entrepreneurs ont besoin. Enfin, bien sûr. C'est pas des gars quand ils lisent pas les contes de fées quand ils rentrent le soir chez eux, vous comprenez ? C'est des gars qui sont dans le réel, qui sont sur le terrain, qui doivent être compliqués à manier quand même. Compliqué, mais d'un côté, j'étais déjà convaincu que je voulais faire ça. Donc directement, je pense que j'ai transpiré, j'ai donné confiance. C'est ça. Et il y avait un espèce d'enthousiasme. Et j'ai donné l'envie. Voilà, j'ai donné l'envie parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les gens qui travaillent avec moi, parce que j'ai 37 ans, donc bientôt 20 ans quand même, j'ai toujours ces mêmes gens qui travaillent avec nous. Donc j'ai quand même des gens qui m'ont connu en... Et alors, ce qui va nous amener à Alila, à votre sujet, il y avait qu'est-ce que vous aviez vu que les autres n'avaient pas vu sur la construction? Et alors, on va en parler, c'est la construction de HLM, où tout de suite vous vous êtes dit, c'est ma spécialité. Là il y a un bug, on doit pouvoir faire mieux et en tout cas on doit pouvoir dégager plus de marge. Alors, je dirais, avant de parler de marge et de bug, j'ai surtout parlé de dire, il y avait un problème dans le logement, surtout dans le logement neuf, c'est qu'on parlait pas des gens. On parlait pas de gens, on parlait pas de famille, on parlait pas de l'utilisateur du logement. J'étais très frappé en fait que le logement, qu'on entendait surtout les acteurs qui étaient cotés en bourse, qui faisaient eux-mêmes leur activité, parce qu'ils en font des milliers, des dizaines de milliers de logements, mais d'un côté, ils avaient transformé le logement en produit financier. Et je me suis dit, non, le logement, à la base, c'est pour loger des gens, des familles, en tout cas, des célibataires, des papis-mamies, des étudiants, enfin. Et donc, indirectement, ça a été indirectement ma première cause. Et après, bien évidemment, il y a eu la rencontre avec le logement social, mais le logement social, on comprend, il faut tirer les coûts au maximum absolument partout, essayer de faire de la série de plus en plus, pour essayer d'abaisser le point mort, justement, pour loger un maximum de gens dans les conditions les meilleures. Mais non, parce que justement, c'est que vu que les promoteurs immobiliers, surtout les nationaux, ont dévié du produit du loger les gens et de la construction, ont dévié un produit financier et se sont désintéressés au coût de la construction. Et qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire que le logement social est un produit bas de gamme, bien au contraire. Le logement social d'aujourd'hui est un logement innovant. Beaucoup mieux que si vous achetez aujourd'hui chez un promoteur immobilier pour faire éventuellement une Pinel ou même pour acheter. C'est-à-dire que le logement social est un produit innovant. La seule chose qu'il a fallu aussi recentrer, c'est la construction. C'est se dire aujourd'hui comment on bâtit, comment on essaye aujourd'hui d'être rationnel, comment aujourd'hui on essaie d'avoir pas de la place perdue, arrêter aussi de donner aussi le crayon aux architectes qui décident des choses qui sont peut-être très jolies, mais qui coûtent très cher et qui servent pas à grand-chose. Attendez, Hervé, vous êtes en train de me dire... Parce que le logement est massivement subventionné depuis des décennies par des dispositifs fiscaux. Oui. On est aujourd'hui à la crise qu'on connaît. Oui. Non, mais les promoteurs ne font pas attention. Bah oui. Au coût de la construction. Bah bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été le problème. Je sais pas quand il vient Alain Dinin, mais il faudra qu'on isole ça. Puis Alain Dinin, avec qui j'ai pu encore discuter avant fin décembre. Ouais, vous dites que vous serez plus gros que lui. Patron de Nexity, le premier promoteur de France. Non mais on a le même combat aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, Nexity ou d'autres ont compris aujourd'hui qu'il y avait une problématique de logement, de loger les gens, et puis surtout une problématique du coût. Et quand vous faites ces problématiques du coût, on a tous le même problème, les promoteurs. C'est la matière première. Notre matière première, c'est le terrain.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète des terrains de plus en plus chers. Et c'est vrai qu'indirectement, les dispositifs fiscaux, en tout cas l'augmentation des prix de l'immobilier, ont permis à ce que les prix des terrains augmentent. Mais indirectement, regardez, prenez aujourd'hui des entrepreneurs dans la construction. Ils ne se sont pas enrichis depuis 20 ans. J'en sais rien. Ils n'ont pas pu gagner votre vie. Vous savez que l'année 2019, je parle pas de 2020, c'est une année particulière, mais en année 2019, il n'y a jamais eu autant de dépôts de bilan d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a bien un problème. Quoi, d'entreprises de construction, de BTP, de BTP. Il y en a pas eu, il y en a jamais eu autant. Ça, alors, je savais pas. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, indirectement, c'est pas eux qui gagnent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ce qui en enrichit les acteurs de l'immobilier, c'est le propriétaire du terrain. Et il est là, notre combat. Et le propriétaire du terrain, c'est assez souvent une mairie, quand même. Non, c'est pas des mairies. Ce sont des terrains de particuliers, ou ce sont après des terrains qui sont après dans des ZAC, ou qui appartiennent. Les zones tendues, c'est quand même assez souvent. Les mairies aujourd'hui. Comment ça, les mairies n'ont pas de terrain? Non, les mairies n'ont pas de terrain. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui des SEM, il y a aujourd'hui des EPF. D'ailleurs, il y a un EPF en Ile-de-France ou dans d'autres régions qui sont propriétaires de foncier. EPF, ça veut dire quoi, EPF? Établissement public foncier. Foncier. Voilà, donc en fait, beaucoup de gens ont des terrains, mais le maire en lui-même, quand vous allez le voir, il vous dit, mais moi aujourd'hui j'ai besoin de construire, mais je n'ai pas de terrain. D'ailleurs, c'est toute la difficulté aujourd'hui de notre métier, c'est qu'aujourd'hui on a une problématique sur la matière première. Aujourd'hui, la matière première nous coûte très cher, et la matière première aujourd'hui, malheureusement, vu qu'il y a très peu de zones qui sont constructibles, enfin, on peut aujourd'hui construire des bâtiments, et qu'il y a comme une concurrence qui est féroce, et ben vous demain, Stéphane, qui vendez votre terrain, si demain vous avez un terrain pour faire un immeuble, je vous assure que vous auriez beaucoup de promoteurs qui viendraient sonner à votre porte. Et indirectement, je peux comprendre, si demain je me mets à votre place, vous irez peut-être au plus offrant. Sauf qu'aujourd'hui, d'aller au plus offrant, que vous avez un système aujourd'hui, comme il y a quelques années, où l'immobilier fonctionne bien, bah, ça se vend plus cher, donc ça fonctionne. Sauf qu'aujourd'hui, il faut quand même revenir à des prix comme qui sont raisonnables. Aujourd'hui, on a une grosse problématique dans notre pays, c'est qu'on a une vraie crise du logement depuis des dizaines et des dizaines d'années. Tu dis, en fait, la construction, c'est l'éléphant au milieu du salon. L'éléphant qu'on veut pas voir au milieu du salon. C'est exactement, mais surtout le logement. Le logement, le logement, c'est la construction. Oui, c'est mais la construction, chose. mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'Adila aujourd'hui est entendu et n'a pas peur de dire les choses, c'est que la problématique aujourd'hui, nos politiques ne prennent pas le logement comme aujourd'hui une cause. Là, on va bientôt rentrer dans des débats avec les prochaines élections présidentielles. Je vais m'efforcer avec de toutes mes forces, je vous assure Stéphane, pour essayer de rentrer le débat dans le débat public. Parce que c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas de gens qui malheureusement qui parce que tu regardes, ça c'est un truc, on est passionné par alors toi depuis passionné par le logement depuis une décennie. Tu regardes sondage après sondage, baromètre après baromètre, les préoccupations des Français. Oui. Tu ne trouves pas le logement dedans. Et voilà. Pourtant, alors que parce qu'on se rend pas compte qu'il agrège tout le reste finalement. Bah oui. Il agrège l'insécurité, il agrège les problèmes scolaires, il agrège les problèmes de travail, il agrège les problèmes de transport, il agrège tout. Bien sûr. Et pourtant, il est en bout de chaîne. C'est la première dépense des foyers des Français. Ben oui. La première. On a fait des sondages, d'ailleurs avec Ella, avec d'autres. C'est la première dépense des Français. En même temps, Hervé, attends, parce qu'il faut en même temps. La solution, moi je la cherche. Parce que toi t'écris, j'ai lu des points de vue qui sont super intéressants. Mais tu dis par exemple, on pourrait diviser par 2 le temps administratif pour produire un logement. On pourrait. Je l'ai entendu 10 fois. Oui. Je sais même pas si c'est possible. Tu vois? Si c'est possible. Mais non. Alors pour le coup, un promoteur, il était dans le commercial, mais un sacré promoteur, Guillaume Poitrinal, patron d'Unibail Rodamco quand même. Il s'est cassé les dents sur la simplification. Bah oui. Il avait pourtant un ministre avec lui. Ils étaient à 2. Ils étaient au cœur de l'administration. Ils y sont pas arrivés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a une politique du logement depuis 30 ans qui est en échec. Sauf que vous savez, le problème de nos politiques, ils ont du mal des fois à reconnaître qu'ils sont devant un échec. Aujourd'hui, notre politique du logement coûte des milliards. Et 43. Et aujourd'hui, nous avons une crise comme jamais nous avons connue. Il manque des millions de logements pour nos concitoyens. Mais c'est une vérité, c'est pas après un slogan que je fais. Ouais, mais aujourd'hui, vous voulez un logement social dans une grande métropole, il faut attendre entre 4, 5, 6 ans. Un chiffre. En Ile-de-France, il manque 600 000 logements. Il manque 600 000 logements. Et le grand drame, parce que j'aime bien parler de l'Île-de-France, que c'est très caractéristique de notre pays. Mais oui, mais moi je veux des solutions. Tu m'en donnes pas des solutions. Si, je vais vous amener après la solution. C'est qu'on a fait le Grand Paris, on a construit des infrastructures, on a amené des gares et tout ça. Enfin, on ne densifie pas autour de ces gares. C'est terrible. Et pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que le logement aujourd'hui est éclaté avec des maires aujourd'hui qui se retrouvent dans un fauteuil de maire avec ce pouvoir ou pas, ou autrement cette problématique de pouvoir délivrer des permis de construire. Et
ils ne connaissent peut-être certainement pas non plus aujourd'hui la problématique de la densification des PLU. Enfin, bien sûr qu'ils la connaissent, mais ils la refusent. Oui, ils la refusent. On touche le vrai sujet. Oui, mais donc aujourd'hui... T'as pas un maire aujourd'hui qui accepte de faire monter les immeubles parce que c'est la seule solution. Ben oui, mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils partent du principe que le logement, c'est que des inconvénients. Et pourtant, c'est pas le problème. Oui, mais tu dis toi-même, dans les points de vue que j'ai lus, il faut pas leur retirer le permis de construire. Non. C'est en ça où je dis tu deviens consensuel. Non. Parce que c'est la clé de tout. Non. Retirer le permis de construire aux maires. Parce que je vais vous dire une chose. Il y a des maires, quand les communes sont carencées et que les maires ne font pas de logements sociaux, leur permis de construire, en tout cas leurs droits d'urbanisme, sont retirés et donnés aux préfectures, aux DDT. Ça ne va pas plus vite, Stéphane. Ça ne va pas plus vite, c'est même encore plus compliqué. C'est encore même plus compliqué. Enfin, si tu files ça à la préfecture... Oui, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. J'ai des exemples où c'est encore plus compliqué. La problématique aujourd'hui qu'il y a, c'est est-ce que aujourd'hui on va avoir un gouvernement, mais surtout en haut, je parle en haut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un président qui aujourd'hui se soucie que le logement est fait pour loger les familles. La 5e puissance mondiale, parce que c'est un peu le cas, bon, on a eu des problèmes demain, on doit être 6 ou 7 maintenant, mais aujourd'hui, aujourd'hui, sincèrement, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant du mal logement. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu autant de gens dans la rue. Là, je sais pas. Si, non, parce que attendez, non, mais objectivement, je voyage enfin, j'ai quand même 13 agences dans toute la France. Oui, mais moi, j'ai 55 ans et j'ai connu Nanterre il y a 40 ans, mon cher Hervé, il y avait des bidonvilles, donc, et c'était à côté de Paris. Mais ces bidonvilles, aujourd'hui, on les a éloignés. Excusez-moi. Il n'y en a plus de bidonvilles aujourd'hui. Je vous invite aujourd'hui à aller dans quelques départements, même en Île-de-France ou ailleurs. Non, il y a des gros problèmes aujourd'hui de logement. On ne peut plus loger. Évidemment qu'il y a des problèmes. Non, mais refermons la parenthèse. On a des problèmes aujourd'hui de logement. On a des problèmes majeurs. Et moi, je n'ai pas l'ébauche d'une solution nulle part. Moi, j'ai une ébauche de solution, c'est d'avoir déjà une politique volontariste de logement. C'est déjà arrêter de dire il faut 400 000 logements par an. C'est faux. Il faut faire 1 million de logements par an. Aujourd'hui, pareil, c'est d'expliquer aujourd'hui. Et donc, pour ça, la seule solution, c'est de donner ordre au préfet de construire avec des objectifs de construction. Et de retirer le permis de construire aux maires. Mais Stéphane, avant d'aller arriver à là, aujourd'hui on a mis des objectifs aux maires pour faire du logement social, le quota SRU des 25%. Préfère payer les amendes. Pourquoi aujourd'hui on ne met pas un même quota pour faire du logement libre? En disant métropole de Lyon, métropole de Nantes, métropole de Bordeaux, enfin, maire, vous avez 10 000 logements à faire par an. C'est pas 8 000, c'est pas 7 000, c'est 10 000. Mais tu peux pas leur imposer. Mais si. Mais pourquoi? On peut toujours imposer. Il y a une crise du logement majeure dans notre pays. Ils paieront les amendes, ils feront comme la loi SRU. Neuilly préfère payer les amendes. Aujourd'hui, il ne faut pas dire ça. Aujourd'hui, sincèrement, il ne faut pas dire aujourd'hui qu'il ne faut pas stigmatiser. Moi, je vous assure, aujourd'hui, je fais du logement social aujourd'hui dans des communes où, il y a encore 10 ans, on n'osait même pas y aller. Ouais. Aujourd'hui, ils ont compris que le logement social, le logement intermédiaire, c'était aujourd'hui un produit pour loger les gens. La seule chose aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on a un problème devant nous et on ne veut pas le regarder. Hervé Legros, le patron Dalila, l'espace et les entrepreneurs de l'espace. Dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Dernière partie, les amis de Bismart, avec Nicolas Gaume qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Ravi de te recevoir Nicolas. T'as énormément de casquettes, mais là c'est la casquette entrepreneur de l'espace qui m'intéresse. Alors, aventure spatiale, ça a été d'envoyer, je sais même pas ce que c'est, des cales de pied de vigne. C'est quoi les cales? Des sarments partout. Voilà, c'est ça, hein, c'est le moment où ça se sépare, le cal de pied de vigne. Et 12 bouteilles de Grand Cru. Voilà, de Bordeaux. Tu es bordelais toi-même. Dans l'espace. Il faut expliquer pourquoi. Parce que évidemment, c'est intriguant. Voilà, c'est parti, allons-y. Alors en fait, déjà, où est-ce qu'on est? On est dans la station orbitale internationale. On a tous vu Thomas Pesquet flotter. Absolument. On a recréé toute la vie sur Terre, de tous les paramètres de la vie sur Terre. La température, la pression, l'humidité, tout. C'est comme on était sûr. Sauf qu'il y a un paramètre qui n'est pas le même, c'est la gravité. Et ça change tout. Parce que la gravité, c'est le seul paramètre de la vie, le seul qui n'ait jamais bougé depuis que la vie existe sur Terre. Donc depuis plus de 4 milliards, on débat, 4 milliards 2, 4 milliards 3, la gravité est toujours une constante. Tout le reste a bougé avec des amplitudes colossales. Ce qui fait que la vie s'est structurée fondamentalement beaucoup autour de la gravité. Donc quand on l'enlève, ça crée un stress prodigieux sur tout ce qui est vivant. La plupart du temps, ça amène tout ce qui est vivant à mourir, il faut être très clair. Donc c'est très différent. Donc, mais parfois,
les choses vivantes survivent et évoluent de manière complètement naturelle et de manière très différente. La théorie sur laquelle on est parti et qui est derrière tout ce projet et qui est documentée scientifiquement, c'est que ces êtres vivants, ces organismes qui vont survivre au stress spatial seront mieux équipés, plus résilients face à des stress moindres et spécifiquement ceux qui nous intéressent, ceux du changement climatique. Demain, on va avoir avec des bouleversements climatiques qu'on connaît déjà, de plus en plus de mal à produire de manière efficace une agriculture qui, par ailleurs, doit évoluer parce qu'on lui demande d'être moins chimique, moins mécanique. Donc on a cet étau entre une agriculture que l'on veut plus saine et en même temps un changement climatique qui la rend plus difficile. Donc l'objet de cette mission, qui s'appelle la mission WISE, c'est de trouver des solutions en utilisant le stress le plus absolu, qui est l'absence de gravité pour des organismes vivants de la Terre. Et donc ces pieds de vigne qui sont revenus sur Terre la semaine dernière et qui là sont arrivés aujourd'hui à Roissy, même, tu me disais, voilà, à Roissy. Donc ils vont repartir où? Ils vont repartir dans le Bordelais? Tout à fait. Alors on a une équipe scientifique assez remarquable et on a un partenariat avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin, qui est un institut de l'Université de Bordeaux, qui va réceptionner c'est quel cépage, par curiosité? Alors c'est moitié Merlot, moitié Cabernet Sauvignon. Ouais. On reste totalement bordelais. On est à Bordeaux, il y a 320. On a aussi un partenariat avec l'université FAU de Erlangen, qui est une université allemande, du département de biologie cellulaire. Et notre directeur scientifique, Michael Lebert, est allemand. Il a fait toutes les expériences qu'on a fait avec l'Agence spatiale européenne depuis 20 ans. Qui paye ça? Alors c'est un mix de choses. Pour être très clair, on est une start-up, voire une biotech, voire une agritech, et notre ambition, in fine, pour parler du modèle économique, c'est d'arriver à faire des variétés de plantes qu'on pourra commercialiser parce qu'elles auront plus de résistance au changement climatique. Avant de revenir à ta question, je vais quand même élaborer un peu ça. Dans le Bordelais, années 70, on produit du vin, un terroir donné, on sort un vin, 11-12 degrés d'alcool. Parfois même, pas assez d'ensoleillement, on a besoin de rajouter un peu de sucre, ce qui est très encadré, voire interdit. Mais bref, on a ça. Même terroir, année 2020-21, on fait des vins sur ce même terroir à 14-15 degrés d'alcool. Si on se projette dans 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait quelque chose? Du fait du réchauffement. Du fait du réchauffement climatique. Donc, on a besoin de se réinventer, de trouver des solutions. Nous, on part dans l'idée que les sarments de vigne que l'on va ramener seront plus à même de faire face à ces évolutions, à d'autres évolutions aussi, comme notamment les maladies qui se développent. On connaît le mildiou, etc. Donc, le modèle économique, Nicolas, si j'ai pas répondu à ta question. Il faut envoyer dans l'espace l'ensemble des sarments de vigne avant de les replanter. On va avoir du vin, on n'est pas sorti. Absolument. On est des botanistes. Donc, on va laisser la nature créer de nouvelles variétés. Ouais, et après, on va les développer. Alors, on annoncera au début de mois prochain, un gros partenariat avec une entreprise du secteur avec laquelle on va travailler, mais on va planter ces plants de vigne et on va les faire pousser. Et si elles répondent aux attentes que nous en avons, on l'offrira à tous les viticulteurs. On le vendra à tous les viticulteurs. Parce que ces plants de vigne ont subi un stress. Combien de temps ils sont restés Ils sont partis au mois de mars avec SpaceX et l'Agence spatiale européenne et un grand partenariat avec le CNES. Je peux permettre de le saluer à l'antenne parce que qui sera avec nous la semaine prochaine d'ailleurs. Voilà, un immense partenariat, une structure qui, sur le coup, fait honneur à l'administration, à la fonction publique française avec des gens exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis moins de 12 ans à envoyer une réponse. Ils ont su prendre la mesure de ce que l'espace peut apporter à la Terre. Ils sont extrêmement réactifs, ils sont extrêmement... Mais donc, du fait du stress qu'ils ont vécu, ces pieds de vigne, tu crois qu'ils vont être... Enfin, tu veux voir comment maintenant ils vont se comporter dans la Terre? Voilà, alors on a fait une autre expérience avec Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, au mois de décembre, où on a envoyé des cellules de vigne qu'on a exposées au stress du changement climatique pendant les quelques secondes que nous avions dans l'espace grâce à Blue Origin. Spécifiquement, par exemple, on a mis du sel. Le sel, c'est ce qui commence à être malheureusement de plus en plus présent dans les sols, moins d'eau potable, plus de sel. Et on a vu des mécanismes de défense au niveau cellulaire totalement différents de ceux qu'il y aurait eu sur Terre. Donc effectivement, ça a informé cette troisième expérience qui est celle de ces 320 plants de vigne. Et on travaille sur la quatrième. On a 6 expériences prévues pour in fine, au bout de ce programme, espérer avoir des solutions très opérationnelles pour l'agriculture. Je peux expliquer pourquoi on part sur la viticulture parce que c'est un sujet très intéressant. Vas-y. Et j'ai toujours pas répondu à la question comment ça se finance, mais ça je reviendrai dessus aussi. Bah si, d'une certaine manière tu as répondu, c'est-à-dire bon ça se finance avec des capitaux comme on se finance l'ensemble de la recherche, l'ensemble des startups, l'ensemble de parce que tu as derrière un projet agronomique Exactement. Important. Voilà. Tout à fait. Alors néanmoins quelques subtilités parce que tu vas faire une sorte de Monsanto spatial, voilà. Je vais faire l'inverse de Monsanto parce qu'on laisse la nature faire. Nous
on n'est pas en train de tripatouiller les gènes, mais on est effectivement dans l'idée d'être dans une entreprise agricole. C'est pas possible, Nicolas, que toi, avec ta culture scientifique, oui, non, tu parles de tripatouiller les gènes. C'est pas possible. Non. Très bien, je vois que je te choque. Mais en tout cas, on a écrit un papier qui a vraiment étayé ce que nous faisons, qu'on appelle la self-guided evolution, où justement on veut être. Je respecte le progrès technique et je suis de ceux qui pensent que. Quand même. Bien sûr. Quand maintenant, à un moment, un épi de blé peut résister aux parasites sans que tu aies besoin de lui mettre des pesticides et a moins besoin d'eau pour pousser. C'est œuvre utile. On peut ouvrir la réflexion, parce qu'on peut aussi imaginer qu'il y a des effets de bord, il y a tout un tas de choses qui se font. Toujours est-il que ce que nous faisons est très simple. On est des botanistes. Voilà, on est des botanistes spatiaux, mais on est des botanistes. Et de fait, on espère que ces plants de vigne soient plus résistants et plus capables de gérer ce stress. Alors, je vais te parler du vin. Donc, pourquoi le vin? Ouais. En fait, c'est passionnant. D'abord, le vin, c'est un peu le canari dans la mine. C'est-à-dire que de toute l'agriculture, la vigne est d'une sensibilité extrême. Donc, c'est très intéressant parce qu'on peut voir des changements qui arriveront sur d'autres cultures un petit peu plus tôt. Deuxièmement, c'est un secteur qui, malgré tout, a quand même un certain succès économique. Les grands châteaux, on sait, ont beaucoup de sous, ce qui permet, in fine, de développer un écosystème, notamment de recherche, extrêmement en pointe. Et la chance que nous avons de travailler avec l'Université de Bordeaux et l'Institut de la science des vignes et du vin, c'est vraiment parce qu'il y a tout cet écosystème de châteaux, le soutien des pouvoirs publics qui fait qu'on a des scientifiques de très haut niveau. On l'aura sans doute moins dans d'autres compartiments agricoles, donc on tire parti de ça. Troisièmement, et là c'est plus pour le vin et les bouteilles, c'est que le vin est un terreau d'études assez extraordinaire. En fait, quand on met les organismes vivants complexes dans le spatial, comme un Thomas Pesquet, il lui arrive des tonnes de choses. Beaucoup, on ne sait pas bien les mesurer. On a des tas de choses qui ont été documentées. La plus intéressante des expériences s'appelle Twins in Space, qui a été faite par la NASA il y a maintenant, je crois, à peu près 2 ans, où il y a un astronaute, Scott Kelly, qui est parti dans l'espace pendant 1 an sur la station orbitale. Son frère jumeau est resté sur Terre. Au bout d'1 an, Scott Kelly avait des expressions de ses gènes qui avaient évolué et qui faisaient que, techniquement, il n'était plus le jumeau de son frère. Donc, il y a des choses qui se passent qui sont fascinantes et on les connaît mal. On les connaît encore mal. Le vin, même s'il y a 20 000 composants dans le vin, il est beaucoup plus simple à étudier, et notre ambition en regardant cet écosystème vivant, biologique, c'est d'arriver à comprendre un certain nombre de ces dynamiques, à la fois sur le vivant mais aussi sur le vin lui-même. Il y a encore des tas de mystères sur le vin qu'on maîtrise mal, et pourtant il y a des bactéries, il y a des levures, il y a des choses très importantes. Nicolas Gaume, le patron de Space Cargo Unlimited, notre invité sur Sud Radio. Les amis, on se retrouve demain.